Le 7 janvier est quelque chose qu'on porte en nous comme une sorte de secret, avec ce paradoxe que ce secret est connu d'à peu près tout le monde. 10 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, Libération a réuni autour de sa table 4 membres de la rédaction. J'avais besoin de m'investir dans le journal parce que c'était la seule réponse possible. C'était une question presque de survie. Accompagnés de dessinateurs chargés de croquer la rencontre, nous leur avons demandé comment ils ont fait vivre le journal pendant ces 10 ans. Arrivé à Charlie après l'attentat, c'est quelque chose qui nous oblige quelque part, qui nous dépasse en tant que nouvelle génération qui met les pieds dans ce journal. Ils nous ont expliqué ce que signifie l'esprit Charlie. On nous reproche de ne peut-être pas suffisamment tenir compte de ce que pensent les autres, mais c'est aussi ça qui nous protège qui protège notre spontanéité. Et ils nous ont donné leur vision de la liberté d'expression. C'est une responsabilité de s'exprimer. Si on s'exprime n'importe comment, on abîme la liberté d'expression. Merci d'être là. Nous sommes très heureux, honorés et un peu émus de vous avoir parmi nous. Ce n'est pas la première fois que Charlie Hebdo est à Libération. Nous nous rencontrons alors qu'un livre vient de sortir, qui est de votre initiative, donc, qui s'appelle Charlie Liberté, le journal de leur vie, et qui est consacré aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Alors je vais lire leurs noms, puisqu'ils apparaissent tout de suite sur le 4e de couverture. Cabu, Elsa Kayat, Charb, Honoré, Bernard Maris, Mustapha Ourad, Tinius, Wolinski. À cette liste déjà tragique, vous avez dû ajouter au dernier moment une 11e victime, Simone Fieschi. Et dans tout cela, bien sûr, dont nous allons discuter, ce livre est le livre de leur vie et de leur œuvre, mais nous aurions aimé commencer peut-être par ce qu'on a appelé les rescapés, les survivants, et donc d'une perspective de 10 ans déjà, depuis ce matin de janvier 2015, je voulais simplement vous demander comment vous avez vécu ces 10 ans. Je crois que je vais commencer par toi, Aris. En janvier 2015, on ne savait pas ce qu'on ferait dans 2 ans après, 3 ans après. Et moi, je me disais, dans 1 an, dans 2 ans, où on en sera, on verra bien. Donc je me disais, il faut reconstruire le journal pas à pas, à un rythme. Faut pas aller plus vite que la musique, faut pas aller plus vite que ce que les gens sont capables de faire. Et donc pour moi, c'était des étapes à franchir lentement. Mais je me disais, avec le temps, j'espérais qu'on allait reconstruire le journal. Donc il fallait laisser du temps au temps, si on peut dire, et à chacun le temps de trouver sa place et de retrouver sa place dans le journal. Donc on peut dire au bout de 10 ans, mais même avant, que le journal, oui, s'est reconstruit. Et que tous les problèmes qu'il y a eu en 2015, très matériels, très juridiques, très compliqués, très chiants, ont à peu près disparu, ils ont été réglés. Donc depuis déjà quelques temps, on peut dire qu'on fait un journal dans des conditions à peu près normales d'un journal. Voilà. Ce n'est pas rien. C'est pas rien, ouais. Il a fallu 10 ans, enfin un peu plus. Avant 10 ans déjà, ça commençait à nouveau à ressembler à un journal. Voilà. Et toi, personnellement, durant ces 10 ans, donc où tu as dû faire face à des problèmes que tu as décrits, est-ce que tu sens toi aussi que c'est derrière toi ? Et oui, il y a des choses qui sont derrière moi ou derrière nous. Sachant que moi, ma préoccupation première, qui est un peu tout occultée, c'était il fallait que le journal revive en fait. Donc ça a toujours été ma priorité. C'est vrai que parfois j'ai peut-être mis un peu au second plan des choses personnelles, mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver l'équilibre entre les impératifs du journal et les difficultés personnelles. Voilà, c'est toujours un équilibre un peu difficile. On fait en sorte d'arriver au journal. On va pas raconter sa vie au journal. On vient au journal pour faire le journal. Après, ces problèmes personnels, on les gère soi-même, quoi. Voilà. Tu penses l'avoir trouvé, cet équilibre ? J'en sais trop rien. Il y a des problèmes qui ont disparu, mais du coup, quand certains problèmes disparaissent, ça fait émerger d'autres qu'on voyait pas trop. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ça décante des choses, voilà. Qui là, par contre, s'inscrivent dans la durée. C'est plus les problèmes d'un moment ou d'un temps, voilà.
Ils sont là pour rester, ces problèmes. Qui resteront, oui. Voilà. Coco, je vais te poser la même question, mais en fait, on se voit chaque jour. Mais est-ce que c'est ce que tu ressens, comme Maryse vient de le dire, quelquefois on arrive au journal, mais on ne parle pas trop de ses problèmes personnels au journal, on vient faire un journal. Et j'ai envie de te demander aussi quand même, comment as-tu vécu ces 10 dernières années? Eh bien, dans un premier temps, moi aussi j'avais à cœur de refaire le journal et j'étais de celles qui voulaient le refaire immédiatement, tout de suite après l'attentat, puisque avec tout ce qu'on avait traversé ce jour-là, je sentais que j'avais besoin de m'investir dans le journal par le dessin pour chasser des tas d'images, de choses du 7 janvier, mais aussi parce que c'était la seule réponse possible. C'était une question presque de survie, de refaire le journal. Et puis, on était ensemble malgré tout. Il y avait quelque chose de très fort d'être dans les locaux de Libération à ce moment-là, de travailler, de penser. Il y avait quelque chose de complètement hors du temps. Donc, dans l'après, en fait, il a fallu continuer le journal. Et c'est vrai que moi, objectivement, j'étais une dessinatrice plutôt en construction, encore dans le journal. Donc, il fallait que je mette les bouchées doubles, si je puis dire, pour pouvoir continuer, essayer de faire des colonnes, des pages, choses que j'avais jamais faites. Début janvier 2015, je suis allée au procès DSK à Lille. C'était un reportage, j'avais jamais fait une grosse colonne comme ça. Donc voilà, petit à petit, il a fallu que j'apprenne davantage, que je m'investisse davantage, et je sentais que j'avais besoin de le faire. Je sentais que c'était une nécessité vitale, parce que j'avais l'impression que si je continuais pas, c'était comme si j'étais restée là, moi aussi, le 7 janvier, dans la salle de rédaction, quoi. Souvent, je me suis posé la question, pourquoi je suis encore là, moi, en fait. Et le pourquoi, il fallait que j'y réponde par le dessin, par le journal, par tout ça. Et c'est vrai que pendant 10 ans, et depuis ces 10 ans, le 7 janvier, c'est pas quelque chose qui est ancien, c'est quelque chose qui est imprégné en moi, en nous. On vit avec ça, on compose avec ça, par le biais aussi le fait de refaire Charlie. C'est aussi parler de nos collègues, amis disparus. C'est aussi, on les évoque souvent. Ils sont sur des dessins, ils sont un rire, un éclat de rire. Parfois, ça fait penser à quelqu'un comme Cabu, par exemple, qui était vraiment solaire et puis qui a le sourire très éclatant. Tout amène à ça, et les états d'âme, on les garde un peu pour nous. C'est vrai, parfois on parle un peu de trucs, mais voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment au procès en 2020 qu'on a vraiment dit des choses personnelles, aussi au niveau du travail. Donc, Et ça t'a soulagé, ce procès de 2020? Est-ce que le fameux but de la justice, que les victimes voient un processus de justice, est-ce que ça a aidé en quelque chose? Au contraire, ou ni l'un ni l'autre? il y a des choses que j'ai dit à la cour d'assises que j'avais pas dites vraiment, puis que j'avais jamais dit comme ça. J'avais jamais décrit ces faits-là. Et puis, on avait quand même 3 casquettes là-dedans. On était témoins, partie civile. Voilà, on était là le 7. Il fallait jongler un peu avec tout ça, à la fois le côté personnel, le côté être à Charlie. Ce procès, ça m'a fait quelque chose. Ça a été une étape quand même que j'ai réussi à franchir. Et je crois que ça nous a tous. C'était quelque chose qu'on redoutait, qu'on attendait, et puis qui s'est passé.
Philippe, je continue avec toi. Ces 10 dernières années, ton regard se porterait d'abord sur quoi ? Moi, je les ai vécues ces 10 dernières années comme un rêve plus ou moins éveillé, suivant les moments. Le mot rêve est sans connotation. C'est pas positif ou négatif. Il y a des moments où ça penchait plutôt vers quelque chose de, sinon de joyeux, en tout cas de dynamique, qui portait vers ce qu'on a appelé la reconstruction et la création. Et surtout le travail, sur lequel j'insisterai. Et de temps en temps, évidemment, vers le cauchemar, ou en tout cas l'épreuve, plutôt que le cauchemar, l'épreuve. Dans un cas comme le mien, qui était aussi celui de notre ami Simon qui est mort, l'épreuve était liée évidemment d'abord aux conditions physiques. Donc je dirais qu'il y a eu une première période qui a duré quand même quelques années, qui était vraiment, pour ce qui me concerne, centrée sur l'épreuve physique. La question hospitalière et tout ce qui... Et cette période, finalement, s'est conclue quand j'ai commencé à écrire le Lambeau. Donc là, je suis passé de l'épreuve physique non pas du tout à la reconstruction par l'écriture, mais par la création. Donc quelque chose qui était vraiment d'un autre ordre. J'ai toujours insisté sur le fait que l'écriture d'un livre comme celui-là n'était pas thérapeutique. La thérapie avait eu lieu et le soin avait eu lieu avant, et on continuait d'ailleurs parallèlement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça a perturbé la perception que j'ai toujours du temps. C'est-à-dire que il y a un temps dans lequel on vit et dans lequel vivent les gens que je connais, que j'aime, etc., qui est un temps qui défile. Et puis il y a un temps arrêté, qui est celui du 7 janvier, qui s'est arrêté le 7 janvier. Et à l'intérieur dans ce sac, il y a évidemment nos amis morts, Rhys et Coco qui sont là. Mais il y a aussi finalement toutes les années que j'ai vécues qui ont précédé. Et ce sac, c'est toi qui l'as fermé ? Non, alors je pense que je l'ai en partie fermé, et d'ailleurs moi, contrairement à Rhys et Coco et à d'autres, et à Simon en particulier, je n'ai pas assisté au procès. Je suis juste allé une fois au procès de Peter Sherriff, le dernier, et je dois dire que j'y suis allé plus dans une position qu'on connaît tous ici, non pas de journaliste, c'est-à-dire pas pour écrire, mais de curieux. Là, ce qui caractérise notre métier, je pense, avant tout, c'est la curiosité. Et donc, j'étais curieux de voir quel était cet homme, quoi. Donc, j'y suis allé uniquement pour ça. Et à cette occasion, j'y ai rencontré tout un tas de gens que je connaissais plus ou moins, que j'avais pas vus parfois depuis longtemps, et qui sont à la fois des vieux amis et des fantômes. Donc c'est vraiment très curieux. Mais pour le reste, effectivement, je sais que moi, j'ai coupé volontairement. Je pense que le Lambeau m'y a énormément aidé. J'avais le privilège d'avoir pu écrire un livre et que ce livre ait été beaucoup lu. Donc d'avoir pu finalement partager une partie de cette expérience avec un public, ce qui est quand même vraiment un privilège, et je le vis comme tel. Pour le reste, j'ai vraiment décidé de passer à autre chose. Et pour finir, je dirais le 7 janvier, je pense que Rhys serait d'accord avec ça, est quelque chose qu'on porte en nous comme une sorte de secret, avec ce paradoxe que ce secret est connu d'à peu près tout le monde. Vous voyez ? Je suis très intrigué par toi, Laure, comme par rapport aux 3 autres. Tu es arrivé à Charlie Hebdo un peu comme un enfant naîtrait à Pearl Harbor ou à toute autre tragédie qui a un nom. Et si tu peux nous dire, ces 10 dernières années, donc tu te formes, tu y arrives. J'ai presque envie de te demander pourquoi Charlie ? C'est un peu intimidant de prendre la parole maintenant après ce témoignage. C'est vrai qu'arriver à Charlie après l'attentat,
c'est quelque chose qui nous oblige quelque part, qui nous dépasse en tant que nouvelle génération qui met les pieds dans ce journal. Et enfin, c'est un engagement. La première fois que j'ai eu un article, qu'on a accepté une pige, un premier article dans Charlie, voilà, j'en étais très fière et quelque part c'était, pour moi, ça dépassait mon travail de journaliste. C'était quelque part dire, enfin, à ce moment-là, je me disais, voilà, c'était dire, ce journal que les gens ont voulu faire disparaître, et bien d'autres continueront d'y travailler. Après, on a été, voilà, un certain nombre, et aujourd'hui, il y a encore d'autres plus jeunes qui viennent y travailler. C'est vrai que fort heureusement, on n'a pas tous les jours ce genre de témoignages, parce que c'est très puissant, c'est innommable ce qu'ils ont vécu, et tant qu'on est en tant que nouvelle génération, on ne peut pas, on ne comprendra jamais ce qu'ils ont vécu dans leur chair, ce que les survivants ont vécu dans leur chair. Donc quelque part, oui, on vient un peu avec, on sait qu'on côtoie des survivants d'une guerre en quelque sorte, mais on peut pas l'avoir toujours en tête, parce que sinon ce serait impossible au quotidien. Mais on le sait, c'est toujours dans un coin de notre tête. Ça donne un engagement et une force supplémentaire. Et juste, on essaye d'être à la hauteur, voilà, et de faire du journalisme tout simplement. Cet engagement, tu pourrais me le définir? C'est vrai que c'est au-delà du simple journalisme, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est un engagement pour la liberté d'expression. On sait que Charlie est engagé à gauche enfin, c'est un journal voilà, irrévérencieux qui va s'en prendre à tous les un certain nombre de tabous pour interpeller. Et moi, après, j'ai essayé de trouver ma place par ce que j'essaye de, enfin, ce que je sais faire, ou en tout cas ce sont mes compétences journalistiques, c'est-à-dire le reportage, l'enquête, plutôt sur des sujets de société. Voilà, mais c'est vrai que c'est un engagement qui dépasse le simple journalisme. Parce que comme tu es effectivement journaliste en âme et en définition, tu vas sur le terrain, tu rencontres beaucoup de gens, comme tu es sur des sujets, et du coup tu te présentes donc lors de Charlie Hebdo. Est-ce que tu ressens dans voilà, la dame que tu veux interviewer ou l'homme que tu voudrais bien être ta source, est-ce que tu ressens, voilà, je dirais pas une hésitation, mais quand même une certaine définition de toi par rapport à ce titre? Oui, pas forcément une définition de moi, mais en tout cas un regard sur le titre indéniablement, et dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens. Évidemment, ça ne laisse pas indifférent, j'ai envie de dire heureusement. Sinon là, ce serait vraiment inquiétant et on aurait vraiment oublié Charlie. Au début, ce qui était un peu le plus difficile, je dois dire, c'était, souvent on me posait la question, alors voilà, d'arriver à Charlie, etc. Pour moi, ça a été de réaliser combien c'était un titre incompris, mal connu, dont tout le monde avait une définition sur lequel tout le monde avait un regard sans même l'avoir ouvert, l'avoir lu. Et on sait très vite qu'il y a eu plein de polémiques sur le moindre dessin qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, sans que ce soit mis en contexte, sans qu'on comprenne, voilà, avec toute cette méconnaissance aujourd'hui, cette incompréhension de ce que sont les caricatures, de ce qu'est la satire. Et donc c'est vrai que très vite il faut faire face à ça, et aussi avec moi je donne toujours cet exemple où je voulais interroger lors d'une polémique sur un sujet que je traitais, des jeunes d'un groupe d'extrême gauche m'ont dit: je ne parle pas à ce journal raciste et islamophobe. Voilà, et alors que je voulais leur donner la parole, j'ai toujours à cœur de donner la parole à tout le monde, parce que je fais du journalisme et sur le terrain on donne la parole à tout le monde. Et voilà, et ça s'est reproduit à plusieurs reprises. Et donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas nous parler pour ces raisons. Voilà, donc il y a une forte incompréhension de ce qu'est Charlie. Et à l'inverse, il y a aussi des gens qui vont heureusement aussi, enfin qui ont un regard très positif sur Charlie. Donc ça ne laisse jamais indifférent, à tel point, pour revenir sur votre question du début, qu'il m'arrive de
pas, mais ça après c'est un peu la tambouille de journaliste et comment je gère le terrain, puisque c'était la question. Il arrive de me présenter comme journaliste simplement, puisque je me dois quand même de me présenter comme journaliste, mais pas forcément de dire journaliste pour Charlie. Ça dépend du terrain, ça dépend de l'interlocuteur. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, quand on fait du reportage, il ne faut pas brouiller quoi que ce soit de l'interaction et de l'échange. L'idée, c'est que la personne puisse se sentir le plus à l'aise possible et être le plus soi-même et ne pas vouloir dire quelque chose parce que ce serait Charlie, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et donc, pour avoir accès à quelque chose de plus juste, je ne dis pas parfois que je viens de Charlie, non pas pour le cacher, mais pour privilégier quelque part le travail de reportage. Moi, il me semble que une des choses les pires qui puissent arriver à un journal et à des journalistes, c'est de devenir des symboles. On le voit par exemple dans les guerres où finalement les journalistes sont devenus le symbole, souvent évidemment malgré eux, ou de l'Occident, ou de la démocratie, ou de je ne sais quoi, et on les prend en otage, etc. Ou du pays qu'ils représentent. Donc en fait c'est le pire puisque c'est un métier qui devrait tendre à une sorte en tout cas la présence du journaliste de neutralité. Il est là pour observer, écouter les autres. Mais il n'est pas là. Le symbole, inévitablement, il est au centre de la scène. Et ça, c'est vraiment la pire place pour le journaliste. Donc, et ça, c'est un problème que Rhys pourrait en parler, je pense, mais que Charlie a affronté. Et je pense que la solution qui a été trouvée, c'est justement d'essayer de s'en préoccuper le moins possible. Vous voyez, parce que si on commence à se prendre pour un symbole, on finit par se dénaturer et par faire des choses, écrire des articles ou faire des dessins mauvais qui se contrôlent. Vous voyez, on se met sur son 31 en quelque sorte, son 31 de symbole. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Et c'est un problème que beaucoup de journalistes, je crois, affrontent. C'est vraiment un drame le jour où le journaliste est devenu un personnage central de la société, je pense. Tu veux dire que c'est pas propre à Charlie ? Oui, je pense que... Mais Charlie, évidemment, ça s'est accentué du fait du 7 janvier, du fait du rapport de Charlie aux religions, qui est inévitablement méfiant et irrévérencieux, comme le disait Laure. C'est une vieille tradition de Charlie et elle est toujours vivace à l'intérieur de Charlie. On respecte les croyants, mais on se méfie des croyances. T'en penses quoi, toi, Rhys, de ce que vient de dire Philippe ? C'est vrai que l'écueil quand on fait un métier où, à un moment donné ou un autre, on est un peu en scène, on signe. Donc voilà, moi je dis ceci, j'écris cela, c'est de se regarder en train de faire les choses. Je suis en train d'écrire un truc, je suis en train de faire un dessin. Je crois qu'à Charlie, on a toujours été un peu protégé de ça parce qu'on s'occupe pas trop de ce qu'on pense en fait. Et alors, c'est ce qu'on nous reproche aussi. On nous reproche, de ce que pensent les autres. On nous reproche de ne peut-être pas suffisamment tenir compte de ce que pensent les autres, mais c'est aussi ça qui nous protège qui protège notre spontanéité. Voilà, on n'est pas dans le calcul, peut-être pas assez, certains nous le reprocheront, mais je crois qu'on garde peut-être une certaine naïveté ou candeur dans ce qu'on fait, quitte à ce que ça provoque parfois des polémiques, mais j'ai pas le sentiment qu'à Charlie, les gens, depuis toujours, moi depuis que je suis à 92 à Charlie, étaient très soucieux de ça. C'est pas un journal, pourtant il y a des très fortes personnalités, mais j'ai toujours trouvé que c'était pas des personnes qui sombraient dans le narcissisme ou dans la mise en scène, même si on est toujours content quand on fait quelque chose, on est content de soi, mais le regard des autres, on s'en fout un petit peu quand même. Il faut un peu s'en foutre, sinon on est tétanisé, on est pétrifié et on fait plus rien de spontané en fait. Voilà, d'authentique et de sincère. Coco, tu as dit tout à l'heure, on était ensemble. C'est quelque chose qui vous a aidé. Mais est-ce que malgré tout, pendant ces 10 ans, il y a des moments où vous êtes, et surtout au fil des années, où vous êtes senti un peu seul ? Seul. Parfois, Charlie, c'est défendre
beaucoup d'idées, beaucoup de valeurs, et parfois, oui, on a l'impression qu'on est un peu seul à les défendre, ou on s'attend à ce que des gens défendent ces idées aussi, puis ça vient pas. Mais quand on fait nos dessins, on s'interroge, on cherche, on aime à bousculer, à déranger, donc c'est sûr que derrière on cherche pas forcément l'adhésion ou des choses comme ça. C'est des dessins faits pour susciter le débat, le rire, mais parfois on se sent extrêmement aimé. Certains dessins, on sent que ça porte, ça génère de l'envie, ça génère de l'Iran, par exemple, les dessins qu'on a pu faire sur l'Iran ont résonné énormément dans le monde entier parce que on défendait leur liberté comme on a pu défendre la nôtre aussi à certains moments. Ça a résonné pour les Iraniens, les Iraniennes qui se battaient contre le régime. Ou sur l'avortement aux États-Unis. Ou sur l'avortement aux États-Unis. Il y a des sociétés, il y a des dessins comme ça sur la société, des combats vraiment qui en dessin donnent des images très fortes et puis qui, heureusement, il n'y a pas que des polémiques dans le dessin de presse. J'ai lu récemment quelqu'un que je connais autour de cette table qui a dit le dessin c'est que des emmerdes. Mais non, c'est pas que des emmerdes, c'est aussi beaucoup de rire, de partage, parce que aussi ça passe par l'humour, et l'humour c'est quelque chose un lien incroyable entre les êtres. Rhys, toi, le fait de vous sentez pas de plus en plus seul, ou dans le sens où l'esprit Charlie, est-ce que tu le sens encore fort, puissant? Moi, je trouve que c'est toujours bon pour les journalistes et les dessinateurs de Charlie d'aller faire des reportages, d'aller sur le terrain. Et en fait, on rencontre des gens qui sont très très touchés qu'on aille les voir, qui nous accueillent plutôt chaleureusement. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas éteint tout ça, en fait. C'est encore très vif, je trouve, chez beaucoup de gens. Ça signifie encore beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Et c'est vrai, quand on parle d'Esprit Charlie, on pense à la grande manifestation du 11 janvier, qui est un événement hors norme. Mais en fait, l'Esprit Charlie, l'attachement à ce que fait Charlie, moi je trouve qu'il est encore très vif et plus grand qu'on l'imagine, en fait. On a souvent des bonnes surprises quand on va vers les gens, quand on est plutôt bien reçu, et même à l'étranger, des gens dans des pays très lointains, Charlie Hebdo, ils savent ce que ça veut dire et ils nous accueillent. Donc moi je vois pas ça du tout. Je pense qu'au contraire ça s'est ancré. Alors peut-être qu'il y a des gens qui le sont moins, parce qu'ils sont passés à autre chose, mais ça c'est normal. Ou peut-être que Charlie ne leur convient pas, mais il y en a en tous les cas pour lesquels c'est encore très présent. Mais ça, c'est donc les gens? Oui. Ce que je comprends, mais est-ce que les représentants de ces gens, donc les élus, le président, Matignon, les ministres, est-ce que tu les sens à l'écoute de Charlie? Est-ce que tu te sens soutenu par le pouvoir en place? Alors, faut être honnête, on a été plutôt accompagnés quand même. Pour les questions de sécurité. On a des interlocuteurs. Voilà. Quand il y a des relations, il y a des dialogues qui se font sans aucun problème. Donc on est écouté et de ce point de vue-là, oui, on est soutenu sur ce plan-là en tous les cas. Et en même temps, on nous a toujours dit vous faites ce que vous voulez dans votre journal. Hein. Mais sur le principe, en tant que journal, confronté à des difficultés particulières, on est accompagné, on n'est pas seul. Ce qui est plutôt rassurant. Mais là, dernièrement, justement, Madame la ministre de la Culture, Rachida Dati, a entériné le fait qu'il y aura un musée du dessin de presse. Je crois ce qu'on a pu dire à ce sujet-là a été entendu. Voilà. Donc, on ne parle pas dans le vide. Enfin, en tous les cas, quand on demande à rencontrer des responsables, on est écouté, quoi. Après, bon, ils font ce qu'ils veulent, mais on est écouté, voilà. C'est vrai qu'on a été très soutenus. Depuis l'incendie en 2011, il y a toujours eu des protections
à Charlie. Après l'attentat, il y a eu des protections qui ont été mises en place. J'avais cette discussion avec Willem il n'y a pas très longtemps, qui lui a refusé la protection, qui me disait comment tu peux faire des dessins, critiquer l'État et en même temps avoir la protection de l'État. Il trouvait ça que c'était un peu un non-sens. Mais en même temps, il vient pas aux réunions de rédaction. Mais c'est vrai que être sous protection policière, déjà, c'est quelque chose qu'on gère individuellement. Voilà, ça fait partie de la vie. Moi, j'ai toujours considéré qu'on était libre. Tant qu'on était libre sur le papier, c'est très bien. Et c'est vrai que personne n'intervient sur ce qu'on a à dessiner. Donc, éditorialement, personne n'a jamais fait aucune remarque sur ce qu'on faisait. Ce qui est d'ailleurs un peu surréaliste, c'est que vous dessinez des hommes politiques, puis vous les avez en face de vous, et vous dites bonjour. Oui. Alors qu'on les dessine de toutes les manières possibles et imaginables, mais ils sont polis avec nous. Alors qu'on les dessine pas toujours d'une manière flatteuse. En fait, les institutions, l'État, comme on dit, en fait, dans notre cas, et à mon avis pas que dans notre cas, protège la liberté d'expression, en réalité. On s'est senti protégé, et effectivement, jamais... sans que ça nous empêche jamais d'écrire ou de dessiner ce qu'on avait envie de dessiner ou d'écrire, y compris contre ceux qui nous protégeaient et franchement qui ne nous l'ont jamais fait sentir. Enfin, voilà. Donc, et le vieux logiciel c'est l'État qui est l'ennemi de la liberté d'expression. Je sais pas, une espèce de logiciel franquiste, quoi. Enfin, je sais pas. À mon avis, il est totalement obsolète, en tout cas sur le plan de la liberté d'expression. Alors même on sent bien qu'il persiste. D'ailleurs, Willem, tu vois, c'est-à-dire qu'il est de sa génération aussi. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que ce logiciel continue à exister chez des gens beaucoup plus jeunes. C'est l'État, le méchant, qui attaque la liberté d'expression. Moi, actuellement, en tout cas en France, c'est pas du tout ce que je crois. Et d'une manière générale, dans les démocraties, la liberté d'expression, quand elle est menacée, c'est beaucoup plus actuellement par le bas que par le haut. Vous voyez, il y a des menaces par des grandes entreprises qui essaient qui sont absolument pas démocratiques dans leur fonctionnement. Je vais pas citer de nom, mais bien sûr que ces gens-là sont absolument opposés à la liberté d'expression. Pour des raisons d'intérêt. Mais quand tu dis Bernard Arnault ou quoi, pour citer le nom, parce que je veux pas que on ait l'impression qu'on a peur, mais là c'est pas ce que tu voulais dire quand tu dis par le bas, n'est-ce pas? Non, ce que je voulais dire, là c'est un haut particulier, mais c'est pas l'État en fait, même si on sait qu'il y a parfois des connexions entre ces gens et certains ministres, on est d'accord. Mais ça me paraît pas comment dire, la menace essentielle, voilà. La menace essentielle, actuellement, elle est et auquel Rhys l'a très bien dit, Charlie échappe assez naturellement parce qu'on s'en fout. Elle vient de galaxies plus ou moins identitaires qui ont à disposition un merveilleux outil technique qui s'est développé à travers Internet, les réseaux sociaux, pour accentuer les pressions sur ceux dont le métier est d'écrire, de raconter, de dessiner, etc. Et je dis c'est un outil amplificateur, puisque en réalité on ne sait jamais au bout du compte combien de personnes ça représente, ni qui ça représente exactement. Donc je pense que Rhys a raison, le mieux c'est de s'en foutre. Mais c'est pas simple, et on comprend aussi que des journalistes ou des écrivains plus jeunes qui ont sinon une carrière, en tout cas qui veulent développer fassent peut-être plus attention à ça que des vieux chevaux de retour comme nous, qui en avons vécu quand même d'autres et qui avons subi plus que d'autres ce genre de... Comme disait Naipaul, l'écrivain, de censure radicale, puisque finalement, les Kouachi, c'était une censure radicale. Donc, on a appris depuis longtemps à faire le moins attention possible à ça. Mais je comprends que c'est difficile pour beaucoup de gens de ne pas faire attention à ça. Et c'est une menace, puisqu'à partir du moment où on est soucieux exagérément du candidaton, c'est un candidaton finalement, on commence à ne plus décrire la réalité telle qu'on l'a perçue.
Mais est-ce que si on dit on va pas faire attention au qu'en dira-t-on, est-ce qu'on n'est pas dans un danger de manque de pertinence, de ne plus vivre dans son époque? Ah, c'est presque une question de bac, tu sais, de baccalauréat. Et j'étais pas un bon élève, alors je vais pas répondre correctement à ça. Si, bien sûr, c'est-à-dire là, à mon avis, là, je vais basculer dans une sorte de morale. C'est que ce qui fait qu'on bascule d'un souci naturel de liberté, de restituer ce qu'on a cru comprendre d'une situation entendue, etc., à la non-pertinence, finalement, c'est l'orgueil. C'est-à-dire le fait de dire qui sont-ils pour me dire ce que je dois dire, et donc, effectivement, basculer dans ce que Rhys disait, qui est le narcissisme professionnel. Donc, de toute façon, on est tous ici journalistes ou dessinateurs, et on sait qu'à chaque article, à chaque dessin, on est menacé d'écrire ou de dessiner quelque chose de mauvais et de non pertinent. Et qu'à chaque fois, quel que soit le métier qu'on ait, on remet sur l'établi les choses parce qu'on n'est pas absolument sûr du résultat. Donc voilà, donc à chaque fois, évidemment, il faut négocier avec ça. Et donc, à mon avis, ne surtout pas s'obséder avec ce qu'en dira-t-on, d'une part parce qu'il menace la liberté qu'on peut avoir, mais d'autre part parce qu'il peut nous mettre dans une situation orgueilleuse. Moi, je suis pas comme ça, je vais résister à ça. Et effectivement, conduire à écrire aussi ou à dessiner n'importe quoi. Laure, est-ce que parmi tes collègues, tes confrères, les gens à qui tu as dit « je vais aller travailler à Charlie Hebdo », tu as ressenti une méfiance, dire « eux, c'est eux, je les comprends pas », ce que ça a pu paraître comme un animal un peu à part dans la société française? Ça a pu arriver, mais en fait, je crois que à partir du moment où, alors pas forcément parmi des collègues journalistes quand même, mais plutôt en général, oui, dans la société, il y a comme je disais, il y a une incompréhension de ce qu'est Charlie, mais surtout par méconnaissance. Je pense que c'est vraiment le problème majeur, et avec le risque aussi que, en effet, ça devienne une sorte de symbole, sans que les gens ouvrent ce journal. Et je me rends compte qu'à partir du moment où on explique ce que l'on fait, et c'est le cas aussi par exemple dans les établissements scolaires, ça a pu m'arriver d'intervenir dans des établissements scolaires, et quand on sait que je viens de Charlie, ça suscite plein de questions. Il y a aussi l'association Dessiner, Créer, Liberté, qui a été créée par Charlie Hebdo et qui intervient dans les établissements. Et ceux qui interviennent disent à chaque fois qu'à partir du moment où on explique, où on répond aux questions des jeunes qui, en effet, ont beaucoup d'a priori sur le journal, eh bien, en fait, ça passe, ils comprennent. Ils disent, mais en fait, c'était que ça. Ils s'en sont fait un monde où ils ont entendu énormément d'a priori sur ce qu'ils ont, sur ce que serait le journal. Voilà, à commencer évidemment par le droit au blasphème, qui, je crois, n'est pas du tout compris. Beaucoup le prennent comme certains croyants le prennent comme une insulte à leur égard, et ne comprennent pas qu'il s'agit de faire descendre quelque part les croyances religieuses un peu de leur piédestal, d'interroger ce qu'est le pouvoir d'une religion, car oui, la religion a un pouvoir. Ce qui concerne les droits des femmes, on le sait, toutes les religions sont patriarcales, et donc c'est important de pouvoir continuer d'interroger ça, de faire descendre les religions de leur piédestal, et de dénoncer l'intérisme religieux, et c'est vrai que voilà, le droit au blasphème n'est pas compris, et on doit expliquer qu'il s'agit de s'en prendre à une idée, à un dogme, d'interroger cette idée, ce dogme, mais pas de s'en prendre à la personne en soi. Or, effectivement, parfois, aujourd'hui, il y a une forme d'adéquation entre la religion, les religions deviennent une identité en soi, donc c'est peut-être ça aussi à déconstruire.
c'est assez complexe quand on est devant des scolaires. Il faut faire preuve de pédagogie. Voilà, je crois que c'est vrai, quand on est dans ce journal, il faut faire œuvre de pédagogie en plus de faire œuvre de journalisme. Justement, à propos de jeunes, d'étudiants, de lycéens, Rhys, dans un de tes derniers éditos, tu dis que quand tu rencontres des lycéens, des étudiants, ils te demandent, une des premières choses qu'ils te demandent, c'est quelles sont les limites de la liberté d'expression. Mais est-ce qu'il y a des limites ? Bah oui, parce qu'il ne faut pas non plus... Charlie a eu beaucoup de procès, donc les limites, on les a vues devant nous dans un tribunal. Hein. Vous êtes devant un juge et vous devez expliquer pourquoi vous avez dessiné tel personnage comme ci ou comme ça. C'est une limite. Hein. Vous savez qu'il faut... C'est un exercice quand même particulier d'expliquer à un juge pourquoi vous avez dessiné les choses comme ci ou comme ça. Mais c'est pas gênant, parce qu'en fait, à l'intérieur de ces limites, une limite, c'est pas une interdiction. Une limite vous dit aussi tout ce que vous pouvez faire. Et moi, j'ai toujours, dès le début des 92, je savais que faire Charlie, ça serait aussi un combat devant les tribunaux. Parce que je savais qu'historiquement, l'ancien Charlie avait eu beaucoup de procès. Je savais qu'il faudrait se battre certainement, probablement, devant les tribunaux. Alors, je sais pas, parce que j'avais fait des études de droit, je sais quoi. On avait des profs qui parfois nous parlaient de jurisprudence harakiri sur des interdictions d'harakiri. Donc je voyais aussi que les choses se jouaient devant les tribunaux. Donc les limites, il faut pas en avoir peur, mais il faut pas en avoir peur de se battre pour les élargir devant les tribunaux. C'est fait pour ça. Il faut pas avoir honte de publier ce qu'on a envie de publier et de le défendre ensuite quand c'est nécessaire. Donc faut pas avoir peur des limites. Maintenant, c'est vrai que quand on voit ces jeunes qui parlent tout de suite des limites, je sais pas très bien comment interpréter ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont aujourd'hui confrontés à une possibilité de s'exprimer qui est quasiment illimitée avec les réseaux sociaux, et ça leur fait peur. Ils savent pas très bien comment gérer cette immensité de choses qu'ils peuvent dire. C'est vrai que je me dis, rétrospectivement, quand j'avais 14-15 ans, nous, on n'avait pas la possibilité que s'exprimer comme ça. On n'était pas confrontés à ce vertige de l'expression sans limite. On pouvait d'ailleurs reprocher, on pouvait s'en plaindre, on était jeunes, on peut pas s'exprimer, on n'écoute pas les jeunes, etc., etc. Là, c'est l'inverse. Avec les réseaux sociaux, il y a une expression phénoménale qui peut se faire et qui est souvent un peu anarchique. Et on sent qu'ils sont en demande de, peut-être pas de restriction, mais de mieux comprendre l'espace de liberté auquel ils ont droit. Voilà. Alors moi, j'essaye de leur donner un peu confiance en eux. Il faut pas avoir peur de s'exprimer, mais il faut s'exprimer, je dirais, de manière... C'est une responsabilité de s'exprimer. Si on s'exprime n'importe comment, on abîme la liberté d'expression. Donc quand on s'exprime bien, qu'on dit bien ce qu'on a envie de dire, et on peut le dire, ben vous confortez la liberté d'expression. Mais si vous dites n'importe quoi, n'importe comment, vous l'affaiblissez. Donc réfléchissez à la manière avec laquelle vous vous exprimez. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand on est ado de voir sur les réseaux sociaux les phénomènes de harcèlement, c'est d'une violence inouïe. Je dirais que nous, notre chance, on n'a pas connu ça. Peut-être qu'on pouvait moins s'exprimer, mais on était préservés de cette violence. Et je comprends qu'ils ont des questions qui sont de leur temps. Philippe le dit, la société va très vite, évolue très vite. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu les aider à affronter ça sans avoir peur et en même temps en ayant confiance en eux? Moi, j'essaie toujours de leur donner confiance dans leur capacité à s'exprimer, à faire des choses. C'est pour ça qu'on fait rentrer aussi au journal des journalistes jeunes pour leur montrer qu'ils peuvent faire des choses. Il faut qu'ils aient confiance en eux. Mais c'est vrai que il y a des règles à comprendre. Faut comprendre un peu. C'est comme le code de la route, quoi. Faut savoir jusqu'où on peut rouler, voilà, respecter certaines priorités, et on peut aller au bout du monde. Une chose qui est, c'est que les limites et la difficulté à savoir ce que c'est la limite de l'expression est beaucoup liée à la solitude que beaucoup de jeunes, à mon avis, éprouvent. C'est-à-dire, il y a d'une part cette espèce de nébuleuse de la réputation qui se fait, on ne sait trop comment, voilà. Et d'autre part, la solitude vis-à-vis de ça. Et évidemment, la chance qu'on a dans les journaux, et dont beaucoup de gens, et pas seulement les jeunes, ne sont absolument pas conscients parce qu'ils ne savent pas comment fonctionnent des journaux, comme les nôtres, c'est que nous, on est des équipes. Donc les limites, elles existent, elles se négocient jour après jour à travers un travail professionnel, concret, et une confrontation entre des gens dans une équipe.
Alors bien sûr, il y a des choses qui passent, qui ne devraient pas passer, il y a des erreurs, on est des hommes, on n'est pas parfait, voilà. Mais qui dit équipe dit confiance dans l'équipe. Donc naturellement, un journaliste ou un dessinateur réfléchit à ce qu'il fait. Parce qu'il va être d'abord, avant d'être confronté au lectorat, il va être confronté à son équipe. Et c'est un bon critère je ne sais pas si le mot est de sélection, des choses, en tout cas pour la réflexion face aux limites que nous, les journalistes, nous avons. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est toujours très intéressant de faire venir dans les journaux des jeunes, des classes. Et vous les rencontrez comment, ces jeunes étudiants lycéens? Vous vous déplacez beaucoup dans les lycées, les facs, ou vous faites venir, comment vous les rencontrez? On organise des rencontres dans les facs, dans les lycées, alors par l'intermédiaire aussi de l'association DCL qui va voir des collégiens et des lycéens. Dessiner, créer, liberté, c'est une association qui a été montée juste après l'attentat de janvier. On a reçu à peu près 15 000 dessins, je crois, d'enfants de tous âges. Et en fait, ces dessins ont été triés, sélectionnés. On en a fait un outil pédagogique dans un livre qui a permis, de parler de liberté d'expression. Dans ces dessins, il y en a un qui m'avait marqué, qui était assez prodigieux. Il y a un gamin qui a dessiné une porte et derrière, il a fait un petit prophète. Et il a mis et un demi-prophète, on peut, ou quelque chose comme ça. Il était assez réussi. Déjà, les enfants, immédiatement, ont pris le crayon après l'attentat pour signifier quelque chose, leur attachement au dessin, parce que le dessin, c'est quelque chose qui vient de l'enfance. Ça a été tout de suite dit. Quand on va dans les écoles, ces outils-là, justement, quand on parle de dessin, on parle de liberté d'expression, les jeunes questionnent, suivant l'âge, il y a vraiment beaucoup à dire. Ils sont quand même intéressés, même s'ils savent pas dessiner, certains prennent le crayon naturellement juste pour poser une idée. En fait, parce que le dessin, c'est avant tout une idée. Et pour revenir à la rencontre avec les étudiants, c'est vrai que il y a 15 jours ou 3 semaines, on a été rencontrer des étudiants de Sciences Po au Havre. Et il y en a un qui nous a demandé, mais qu'est-ce que vous pensez des safe spaces, voilà, des endroits. Alors, je leur ai dit que je trouvais ça à chier. Et ce vocabulaire un peu cru, et ça leur a fait du bien, en fait. En fait, ils osaient pas le dire, en fait. Ils osent pas le dire. Donc nous, on est là aussi un peu pour les décoincer, mais vous avez le droit aussi de dire ce que vous voulez. Il faut pas avoir peur de s'exprimer. Et voilà, c'est ça aussi un peu l'intérêt d'aller les rencontrer, c'est de leur donner un peu confiance en eux et dans ce qu'ils ressentent, ils peuvent l'exprimer.